Nick a épousé Jolie il y a 3 ans. Pour être honnête, il ne l'aurait pas épousée si elle n'était pas devenue l'unique propriétaire de l'entreprise après la mort soudaine de son père. Son père, un homme d'affaires apparemment jeune et solide, est décédé de manière inattendue à la suite d'une attaque cérébrale. Jolie était le seul enfant de M. Macmillan, et elle était la seule héritière de sa fortune. C'est la raison pour laquelle Nick, beau paresseux, habitué à vivre aux dépens des femmes, s'intéresse à elle. Jolie est séduite par les charmantes promesses de Nick, qui prévoit de rester avec elle jusqu'à ce qu'une occasion plus profitable se présente. Mais il s'avère bientôt que l'option la plus favorable, le jackpot de sa vie, c'est Jolie. Elle avait hérité de la fortune colossale de son père, et Nick savait exactement comment en profiter. Il pensait pouvoir facilement manipuler la profonde affection qu'elle lui portait pour contrôler sa fortune. Et tout se passait aussi bien que possible pour Nick. La jeune fille était profondément affligée. Son père avait été son pilier et la personne la plus importante de sa vie. Nick s'est donc empressé d'entourer Jolie de soins et de soutien dans un moment aussi difficile. La jeune fille naïve ignorait que le pire moment de sa vie avait poussé Nick à cacher encore plus sa vraie nature. Au moins jusqu'à leur mariage, il a maintenu sa bonne conduite, s'assurant qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Après l'enterrement, il la demande en mariage, suggérant bien sûr d'attendre la fin de la période de deuil de son père. Nick était un adepte de la tromperie, de la manipulation et des faux-semblants. Il pouvait devenir qui il voulait et faire tout ce qu'on attendait de lui. Avec ses amis fortunés, il ne faisait généralement pas beaucoup d'efforts, pensant qu'il y aurait toujours une autre femme fortunée. Avec Jolie, le nom en valait la peine. Les efforts ne seraient pas vains. Et l'homme rusé l'a bien compris. Mais le premier obstacle pour lui est venu de façon inattendue, d'une source qu'il n'aurait pas pu prévoir. Le père de Jolie avait un meilleur ami. Il était également son principal adjoint dans l'entreprise et le parrain de Jolie. Monsieur Chinland a tout de suite compris que Jolie était éperdument amoureuse et qu'on ne la dissuaderait pas de se marier. Son chagrin d'avoir perdu son père l'a poussé à chercher un remplaçant. Mais en homme intelligent et avisé, Monsieur Chinland a catégoriquement insisté sur le contrat prénuptial, et il a réussi à rallier Jolie à sa cause. Nick, c'est pour les affaires. C'est si difficile que ça, a demandé Jolie en répétant ce que Monsieur Chinland lui avait dit. A demandé Angelina Jolie, répétant ce que Monsieur Chinland lui avait dit. C'est humiliant. Vous croyez que j'ai besoin de votre argent, rétorque l'homme, indigné par la tournure des événements. Chérie, ce n'est qu'une formalité. Nous n'en avons besoin qu'en cas de divorce. Mon parrain tient vraiment à ce que nous le signions. Il a toujours été comme un deuxième père pour moi. Angelina Jolie était peut-être naïve en matière de finances, puisqu'elle n'avait jamais eu à se préoccuper d'argent, mais elle n'était pas idiote à d'autres égards. Lorsqu'elle se fixait un objectif, elle l'atteignait quoi qu'il arrive. Nick était coincé contre le mur et devait accepter toutes les conditions de Monsieur Chinland. La formulation du contrat de mariage était standard, mais elle limitait complètement les droits de Nick. Il était évident que l'entreprise et tous les autres biens hérités du père de Jolie ne pouvaient pas devenir la propriété commune des époux. Nick pensait qu'il recevrait une part des dividendes et qu'il acquérait de nouveaux biens et actifs. Cependant, le contrat, rédigé par un avocat de premier ordre, l'en a empêché. Malgré cela, Nick pensait que le mariage lui serait bénéfique. Car il aurait accès aux finances de sa femme sans contrôle et se constituerait un capital pour l'avenir. Il allait prélever quotidiennement de l'argent sur le budget commun et le transférer à son nom. Mais Nick s'est également trompé sur ce point. Monsieur Chinland était une personne dévouée, honnête et responsable qui contrôlait non seulement les flux financiers de Jolie dans les affaires, mais aussi ses finances personnelles. Nick disposait de fonds limités pour ses dépenses personnelles, mais il restait néanmoins optimiste quant à l'avenir et attendait de voir comment la situation évoluerait. Et bientôt, il s'est avéré que sa patience a été récompensée.
Depuis le jour de leur mariage, Angelina Jolie essayait de concevoir un enfant. Elle désirait être mère, mais chaque nouveau cycle lui apportait amertume et déception. Au départ, elle attribuait cela aux nerfs et au stress causé par le rythme effréné de la vie. Elle a pris les choses en main et a beaucoup appris en cours de route, ce qui était naturellement épuisant. Après plus d'1 an de tentatives infructueuses, la femme a demandé l'aide de spécialistes, a subi un examen médical complet et a identifié la cause de ses échecs. Les symptômes de Angelina Jolie, qu'elle avait attribués à un mode de vie très actif, se sont révélés être des sonnettes d'alarme. Son corps lui signalait des problèmes, mais elle n'en tenait pas compte. Finalement, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer. Elle a subi près de 2 ans de traitement et de souffrance, mais sans grand succès. Pendant tout ce temps, Nick n'a joué le rôle de mari que de façon nominale. Il avait tout intérêt à ce que Jolie n'existe tout simplement pas, et il n'avait pas réussi à le cacher suffisamment bien. Bien qu'il n'en ait jamais parlé ouvertement. Jolie était au courant des nombreuses femmes avec lesquelles son mari l'avait trompée. Mais Nick était persuadé d'être un adepte de la conspiration et de la manipulation. Il pensait avoir réussi à jouer le rôle du mari d'une femme mourante sans éveiller les soupçons. Il s'estimait chanceux et pensait qu'il lui suffirait d'endurer un peu plus longtemps pour parvenir à ses fins. Cependant, le comportement de Nick est condamné et discuté par tout le monde, des infirmières des hôpitaux où Jolie a été soignée à Monsieur Chinland. Ce dernier est furieux et impuissant. Il ne comprenait pas pourquoi Jolie voulait désespérément préserver son mariage au bord de la tombe. Il craignait également que Jolie n'ait pas de volonté. Par conséquent, son mari devenait automatiquement son seul héritier. Cette crapule hérite de tout, y compris des fruits du travail de Jolie et de son père. Tout leur travail acharné n'aurait servi à rien, un exercice futile. Monsieur Chinland était sûr que Nick, ce vaurien, dilapiderait tous les biens en quelques années. Cependant, le vieil homme ne savait pas comment aborder un sujet aussi délicat avec sa filleule qui, hier encore, respirait la santé et la jeunesse et qui n'avait plus aucune chance. Elle était en train de mourir et cela dans un avenir très proche. Les semaines s'égrènent. Nick se frottait déjà les mains avec avidité. Ses yeux brûlaient d'impatience à l'idée de se débarrasser de cette femme renfrognée et malade et d'acquérir un capital solide. Il lui semblait que l'affaire était dans le sac. Monsieur Chinland pria pour ne pas avoir à entamer lui-même une conversation sur le testament, mais ce ne fut heureusement pas nécessaire. C'est Jolie qui a entamé la conversation. Son secret l'a laissé sans voix. Car elle avait tout planifié méticuleusement avec finesse et une impitoyabilité à laquelle il ne s'attendait pas. La vengeance est vraiment un plat qui se mange froid et Jolie l'a parfaitement exécuté. La façon dont Jolie a conçu et réalisé son projet n'a pas demandé beaucoup d'efforts ni de temps, mais elle a réalisé ses principaux rêves en terminant son voyage sur Terre. Malheureusement, les proches de Jolie n'ont pas assisté à un miracle et elle est décédée sans s'en remettre. Avant sa mort, elle avait organisé les détails de ses funérailles avec le plus grand soin. Sereine et déterminée, elle a clairement exprimé ses dernières volontés. Le lendemain de la cérémonie d'adieu, le notaire a attrapé les personnes mentionnées par Angelina Jolie dans son testament et leur a demandé d'arriver pour son annonce. Nick est choqué par cette nouvelle. Il était certain que sa femme n'avait rédigé aucun document officiel en cas de décès et qu'il deviendrait son seul héritier, comme la loi le prévoit habituellement dans de tels cas. Espérant toujours le meilleur, il se rendit au rendez-vous fixé, accompagné de sa nouvelle maîtresse, Shirley, qui était d'une beauté saisissante. En entrant dans le bureau du notaire, Nick aperçoit Monsieur Chinland et l'ami de Jolie, Kurt Turgerson. Mais ce qui le surprend, c'est que Kurt n'est pas seul. Il poussait une poussette avec un petit garçon à l'intérieur. Nick n'était pas du tout au courant du mariage de Kurt ni de la naissance de l'enfant. Bien que Nick ne soit pas un expert en la matière, il n'est certainement pas idiot. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre qu'il y avait un plan caché en jeu et qu'il avait été déjoué. Malgré cela,
la curiosité l'envahit. Il voulait savoir ce que Joly avait imaginé, même s'il était déjà évident qu'il s'agirait de quelque chose d'incroyablement humiliant pour lui. Pendant environ 15 minutes, tout le monde est resté silencieux, occupant différents coins de la pièce. Personne d'autre n'est arrivé. Le notaire semblait avoir délibérément prolongé la partie introductive autant que possible, leur expliquant pourquoi ils étaient réunis, quel honneur c'était de lire les dernières volontés et le testament du défunt. Même à ce moment-là, Nick pouvait voir au sourire malicieux qui restait sur le visage de Monsieur Chinland que le contenu du testament n'était un secret que pour Nick. Enfin, Nick entendit son nom. « À mon mari légitime Nick, je refuse l'héritage », lit le notaire. Après avoir lu cette modeste et courte phrase, le notaire regarde Nick et lui demande s'il a compris l'essentiel de ce qu'il a dit. L'homme humilié n'a d'autre choix que d'acquiescer. À ce moment-là, Shirley lui prend la main et tente de se lever pour partir d'un air défiant, mais Nick la retient. Elle le regarda d'un air interrogateur que l'homme ignora. Lui-même aurait voulu quitter la scène de son humiliation publique le plus rapidement possible, mais la pièce n'était pas terminée et le public invité devait la suivre jusqu'au bout. Après une brève pause, le notaire poursuivit. « Je lègue tous mes biens personnels à mon fils unique, Robert Turgerson, jusqu'à sa majorité. Je désigne son père, Kurt Turgerson, et Monsieur Chinland comme tuteur et administrateur de ses biens. » Une révélation choquante frappa Nick comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? Un fils de Kurt? Il perd patience et pousse un cri de surprise. À part Nick et Shirley, la nouvelle n'a surpris personne parmi les personnes présentes. Le garçon est-il l'enfant biologique de Joly? Demande Nick en reprenant son souffle et en haussant le ton. Oui, Robert est le fils biologique de Joly et de Kurt, a précisé Monsieur Chinland. Elle n'a pas été enceinte ces 2 dernières années. C'est impossible. Nick se raccroche désespérément à la paille, tout en sachant qu'il n'est plus nécessaire d'être enceinte pour avoir un enfant. Le parrain sourit, se délectant visiblement du choc et de la déception de Nick. Les progrès de la médecine de nos jours sont stupéfiants, remarque-t-il. En regardant cette scène, Kurt se souvient de l'horreur qu'il a ressentie il y a 2 ans lorsqu'il a découvert que son meilleur ami était gravement malade et qu'il avait peu de chances de s'en sortir. Il a été choqué par le calme avec lequel elle a parlé de son temps limité et de ce qu'elle devait faire. C'est alors qu'elle a révélé son désir de devenir mère, quoi qu'il arrive. J'ai fait conserver mes ovules avant de commencer le traitement. On m'a dit que je ne pourrais probablement pas élever mon propre enfant, mais j'ai insisté, Kurt. J'ai grandi sans mère, et je sais que ce n'est pas facile, mais j'ai toujours ressenti son amour et sa protection. Nick est-il d'accord pour élever seul l'enfant? Demande Kurt avec prudence. Qui le lui permettrait? Il deviendrait volontiers tuteur et utiliserait l'argent du bébé, car il n'a pas de conscience. Non, je me suis déjà rendu compte que mon cher époux est quelqu'un de douteux, pour le dire correctement, et sa réaction à mon diagnostic et à mon pronostic. Je ne veux même pas en parler. Cet homme ne vaut pas la peine qu'on s'énerve à son sujet. Et le bébé? C'est ce dont je voulais parler avec vous, hésite Joly, ce qui est assez inhabituel pour elle qui n'a habituellement pas froid aux yeux. Je ne sais pas comment aborder le sujet avec délicatesse. Peut-être qu'il n'y a pas de manière délicate. En bref, j'aimerais que vous soyez le père de mon enfant, s'exclame-t-elle d'une voix aiguë. Tu plaisantes? Tu as un mari. Kurt n'était manifestement pas préparé à cela. Oui, j'ai un mari et je l'aurai jusqu'à ma mort. J'ai déjà pris cette décision, Kurt. Bien sûr, nous ne dormirons pas ensemble. C'est impossible dans mon état actuel. Je ne peux pas porter le bébé moi-même, malheureusement. J'ai fait conserver mes ovules. Maintenant, nous avons besoin du matériel biologique du futur père. Naturellement, j'ai aussi besoin d'une femme pour le porter et le mettre au monde, mais heureusement,
de tels services sont disponibles aujourd'hui. Au début, Kurt pensait que c'était absurde, les divagations insensées d'une femme désespérée. Pourtant, elle avait tout un plan logique en tête, et il s'avérait qu'elle avait déjà accompli une quantité importante de travail préparatoire, fait des recherches sur les aspects juridiques, organisé les services d'une clinique de reproduction, et même trouvé une mère pour le futur bébé. Kurt, je pourrais utiliser les services d'un donneur pour trouver un père pour le bébé. Je veux vraiment laisser une partie de moi-même derrière moi. Mais quand on y pense, avec qui sera le bébé? J'ai beaucoup réfléchi, mais tu es le seul sur qui je peux compter. Je suis sûre de toi, je te connais depuis tant d'années. Je crois que tu seras un père formidable. Je comprends que tu veuilles fonder ta propre famille, te marier et avoir des enfants naturellement. C'est logique. Mais s'il te plaît, réfléchis grec. Ne me réponds pas tout de suite. Pour moi, après ce qui s'est passé avec Nick, il est essentiel que le père de mon enfant soit quelqu'un qui ne donne pas la priorité à l'argent, quelqu'un qui n'exploitera pas mes biens. Je ne suis pas aussi naïve qu'avant le mariage. Nick m'a beaucoup appris. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience de la vie. Quant à toi, tu n'as pas besoin d'argent du tout. Vous en avez beaucoup. Mon père en a, répond l'homme, corrigeant pour la première fois le raisonnement de Jolie. Tu sais que tu vas l'avoir. Vous travaillez sans relâche pour faire prospérer l'entreprise familiale. Tu n'as jamais été dans le besoin. Or, je sais pertinemment qu'un homme qui a grandi dans la pauvreté ne cessera jamais de penser à avoir assez à manger, et si sa décence fait également défaut, il y aura un gros problème. J'en ai fait l'expérience directe, ajoute-t-elle tristement. Pour être honnête, je suis complètement perdue. J'avais une toute autre idée de la paternité. Je dois consulter mes parents. Comprenez que je ne peux pas prendre une telle décision seule. J'aurai besoin de l'aide des membres de ma famille proche lorsque je serai père, je dois donc les informer et leur demander leur avis. Jolie n'avait pas d'objection, elle a donc seulement demandé à Kurt de promettre de garder le secret sur cette information. La conversation avec les parents de Kurt a été très difficile. Son père a accepté de manière neutre tout ce qui a été dit, a écouté toutes les explications et a assuré qu'il soutiendrait la décision de son fils et qu'il l'aiderait autant qu'il le pourrait avec son petit-fils. Sa mère, en revanche, n'est pas aussi ouverte d'esprit. Comme toutes les mères, elle voulait qu'il épouse une femme bien et qu'il ait des enfants ensemble. Elle éprouve une immense sympathie pour Angelina Jolie. Elle la connaissait depuis l'enfance et l'estimait beaucoup, mais à cette demande, il était très difficile pour une mère d'accepter que la mère de son petit enfant potentiel soit mourante et que l'enfant soit porté par une autre femme. L'enfant ne risque-t-il pas d'attraper la maladie? La femme redoutait cette question, qu'elle trouvait affreuse, maladroite et déplacée. Mais comment pourrait-elle assurer la sécurité de son petit-fils? Jolie n'est pas atteinte d'une forme héréditaire de la maladie, répond Kurt. Cela rassura un peu la femme anxieuse, mais pas complètement. Néanmoins, après mûre réflexion, elle a exprimé son soutien à la décision de son fils. Kurt est lui aussi en proie à l'indécision. La proposition de Jolie l'a pris au dépourvu, mais après une période de réflexion, il a conclu qu'il n'y avait aucune raison de refuser. Lorsqu'il a fait part de son approbation à Jolie, elle a été ravie et ils ont commencé à mettre en œuvre son plan. Étape par étape. Pendant que Kurt réfléchissait à cette histoire qui a changé sa vie, M. Chinland s'est souvenu de la conversation qu'il avait eue avec Jolie il y a un peu plus de 2 mois. De loin, elle a dit qu'elle honorait M. Chinland comme un second père et qu'elle espérait qu'il ne refuserait pas, puis elle s'est empressée de dire qu'elle voulait qu'il devienne le tuteur de son fils. Au début, M. Chinland a cru que sa filleule délirait, mais lorsque Jolie a raconté toute l'histoire, le parrain est resté sous le choc. Non seulement Jolie et Kurt avaient pris une décision aussi audacieuse, mais ils l'avaient également cachée pendant si longtemps. Quel âge a le bébé maintenant? Demande M. Chinland. Robert a 8 mois, sourit Jolie.
Vous savez tous les deux comment surprendre, a expliqué M. Chinland, encore sous le choc. Je ne veux pas que Nick découvre l'existence de l'enfant avant ma mort. En fait, il ne le découvrira qu'à l'annonce de mon testament. Je l'ai déjà fait rédiger et il est chez le notaire. Cependant, il y a un aspect qui doit encore être réglé. Robert n'aura qu'un seul parent. J'ai réévalué de nombreux aspects de ma vie et je ne veux rien laisser au hasard. Kurt a des parents, donc s'il lui arrive quelque chose, Robert ira les voir. Mais je veux que tu aies aussi des droits, au cas où. Doué pour comprendre les gens, le vieil homme sentit qu'il pourrait être trop dangereux d'agir ainsi avec Nick, même si le mari de Jolie méritait amplement un tel traitement. Jolie, es-tu sûr que c'est ainsi qu'il faut traiter ton mari? C'est un homme répugnant, qui se mêle de ses affaires. Je veux dire, pourquoi avez-vous besoin d'une telle vengeance d'outre-tombe? Il exprima ses pensées, puis s'arrêta immédiatement. Désolé, ma chère, d'avoir été si impoli. Tu sais, j'y ai réfléchi pendant 2 ans. J'ai assisté à la naissance de Robert. J'ai vu comment Kurt l'aime et ses parents l'adorent. Je ne demande rien d'autre. J'ai accepté la situation. Actuellement, je suis beaucoup plus agacée par ceux qui me parlent d'un rétablissement et d'une guérison mystique. Quant à Nick, je l'aimais profondément, je croyais en lui de tout mon cœur. Mais il s'est avéré être la bête la plus ingrate. Il vient à mon hôpital comme s'il s'agissait de travaux forcés. Savez-vous que ce sont ses petites amies qui l'ont amené ici? Le vieil homme acquiesça silencieusement, l'amertume transparaissant dans son expression. Et je devrais oublier cela? Je ne dois pas l'oublier. Il chérit l'argent par-dessus tout. C'est donc ainsi que je vais le punir. Ce sera une surprise pour lui. Tu vois, je t'ai tout caché. C'était très difficile. Je voulais te présenter mon fils tout de suite, mais j'étais extrêmement prudent, pour que personne ne le découvre accidentellement et ne le dise à Nick. C'est peut-être mon adieu à lui. Je lui ai même écrit une lettre. Le notaire la lui remettra. Monsieur Ginland tenta à plusieurs reprises de dissuader sa filleule. Cette décision lui semble peu judicieuse. Pourtant, la femme a maintenu sa position et il a dû céder. Après tout, c'est sa dernière volonté. Elle mérite d'être respectée. Dans le silence soudain qui règne dans le bureau du notaire, chacun est plongé dans ses propres pensées. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être devin pour deviner que Nick a maudit Jolie de toutes les manières possibles. Les gens comme lui ne se doutent pas qu'ils sont peut-être même à blâmer, et que le comportement des autres peut être une réponse parfaitement logique. Pourtant, une telle introspection est trop complexe pour ces personnes. Pourquoi se donner la peine de chercher les problèmes à l'intérieur de soi? Curieusement, c'est Shirley qui interrompt le silence. Elle tente de prendre son amant par le coude pour l'entraîner vers la sortie. Mais Nick n'a pas l'intention de partir. Il n'a pas fini de parler. Tu es sûr que je n'ai droit à rien du tout? Une part obligatoire, ou quoi que ce soit d'autre? Je suis le mari après tout, s'écrie l'homme. Même Shirley grimaça devant un tel comportement, sans parler des autres personnes présentes. Seul le vieux notaire, habitué à ce genre de comportement, ne fut pas surpris. Selon le testament, vous ne faites pas partie du cercle des personnes ayant droit à une part obligatoire de l'héritage. De plus, j'ai étudié attentivement votre contrat de mariage. Son texte est joint ici. Le notaire tapote de la main l'épais dossier qui se trouve devant lui. Vous n'avez aucune chance, même en faisant appel à la justice, bien que vous conserviez naturellement le droit de faire appel. Bien sûr que je vais contester. On ne sait pas très bien qui est cet enfant illégitime, qu'elle prétendait être son fils. Nick se déchaîne et ne se rend pas compte de ce qu'il dit. Kurt se retient difficilement de donner un coup de poing à cet homme arrogant. Même M. Chinland, habituellement calme, rougit de colère. Seul le notaire restait aussi calme qu'un python. Pour lui,
C'était une journée de travail ordinaire et rien n'était surprenant. Il a répondu calmement. Vous trouverez ci-joint non seulement l'acte de naissance de l'enfant, mais aussi des documents médicaux qui apportent des réponses claires sur sa naissance. En outre, conformément à la demande du défunt, il y a les résultats d'un examen ADN confirmant que votre femme est la mère biologique de Robert Turgerson. Je dois vous informer que tous les documents ont été rassemblés de manière complète et minutieuse. Je peux voir? Nick voulait voir les preuves. Non, vous ne pouvez consulter que la partie qui vous concerne. Tous les autres documents, en particulier ceux qui concernent un enfant, ne peuvent être divulgués qu'avec l'accord des parents. Bien sûr que je ne le permets pas, Kurt s'est immédiatement interposé. Ce n'est donc possible que dans le cadre d'une procédure judiciaire, si le tribunal estime qu'il est nécessaire d'exiger ces documents. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour Nick. Il sort du bureau en claquant la porte derrière lui, se jurant de ne pas laisser cette affaire en suspens. Sa maîtresse, elle, est plus polie. Elle lui dit au revoir et s'en va en refermant discrètement la porte derrière elle. Le fait qu'il n'ait pas signé, que le testament lui ait été lu, a-t-il une importance, demande Monsieur Chinland au notaire. Il y en a beaucoup comme lui. Ce n'est rien de plus qu'une formalité, le rassure le notaire. Ce serait drôle si ce n'était pas si triste. Je ne comprends toujours pas comment Jolie a pu s'engager avec lui. Monsieur Chinland dit tout haut ce qu'il pense, mais sa question reste rhétorique. Les deux hommes signent rapidement les documents nécessaires et se serrent la main. Monsieur Chinland aide Kurt à mettre le petit Robert dans la poussette. Voulez-vous vous joindre à nous? J'ai envie de me promener, de prendre l'air, et c'est bon pour le bébé, demande Kurt. Bien sûr, je me joins à vous. Ils marchèrent un moment en silence, écoutant le bruissement des roues de la poussette. Pensez-vous que Jolie serait satisfaite de la façon dont je m'en sors? Kurt posa enfin la question qui le tracassait. J'en suis sûr. Tu es un père merveilleux et on voit bien à quel point vous êtes attachés l'un à l'autre. Le parrain de Jolie le rassure. Pour être honnête, il y a une chose que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Tu sais, je crois que Jolie t'a dit que je lui avais déconseillé ce qui vient de se passer chez le notaire. Vous parlez de ce cirque avec le testament et de la façon dont Nick a découvert l'existence de Robert? Monsieur Chinland acquiesce. Bien sûr. Répond Kurt. C'est moi qui ai constamment ramené la conversation sur ce sujet. Je n'ai pas aimé cette idée dès le début. C'est un sale type, colérique, stupide et mercenaire. Pourquoi le provoquer? Honnêtement, j'ai même envisagé de lui dire, alors que le bébé était déjà né, que Jolie le cachait tellement que j'estimais que je n'en avais pas le droit. J'ai décidé qu'elle ne voulait tout simplement pas s'occuper de lui elle-même et qu'elle nous laissait le soin de régler ses différends. Aujourd'hui, je l'ai vue avec cette femme, sans aucune honte. Maintenant, je me demande si j'ai bien fait de ne pas insister sur ma position. Sa réaction, l'expression de son visage, c'était horrible. Il aurait mieux valu se débarrasser de lui plus tôt. Je pense que Jolie ne voulait pas non plus. Cela a joué un rôle aussi. Et la vengeance. Elle voulait se venger parce qu'elle aimait, quoi qu'elle en ait dit par la suite. Elle aimait intensément et cet amour corrompu n'a pas trouvé d'autre issue. Ma pauvre fille, dit le vieil homme en essuyant une larme qui coulait sur sa joue. Ne la pleurez pas. Elle nous a demandé de ne pas le faire. Elle nous a demandé de diriger tout notre amour, qui était pour elle, vers Robbie. Kurt réconforte le parrain de Jolie. Pendant que les hommes se remémorent, Nick et Shirley observent la scène depuis la voiture, discutant du même sujet. Alors tu n'auras rien du tout, c'est ça, demande la jeune fille, incrédule, en clignant rapidement des yeux. Tu es vraiment une idiote. Tu as entendu dire qu'il n'y avait aucune chance à cause de cet enfant trouvé. Bon, allons-y. Nous devons prendre au moins quelque chose de précieux et l'emmener dans mon appartement.
3 jours plus tard, Kurt trouve enfin le courage de se rendre chez Jolie, mais la maison est vide. Il s'était préparé à une confrontation et avait même acheté 2 agents de sécurité pour sa protection. Mais Nick a eu raison et est retourné chez lui. Sans oublier d'emporter de nombreux objets de valeur. Nick est maintenant assis seul dans la petite cuisine de son minuscule appartement, en train de boire un peu de whisky. Shirley l'avait quitté, ce qui était tout à fait normal. Pourquoi aurait-elle besoin d'un mendiant? En réfléchissant à sa situation actuelle, Nick ne peut s'empêcher de se demander comment il en est arrivé là. Avant, les femmes le payaient pour être avec lui, mais maintenant, il devait offrir de l'argent à une jeune fille magnifique pour rester en sa compagnie. Ironiquement, Nick, gigolo dépassé et détérioré par ses vices, ne se reprochait pas sa situation. Dans ses pensées, sa femme était la méchante qui avait drainé sa vitalité et anéanti ses espoirs, le laissant sans héritage. Il attendait l'argent avec impatience. Dans ses fantasmes, il était jeune, beau, prospère et extrêmement riche. Mais en guise d'adieu, Shirley lui avait dit quelques dures vérités. Personne n'avait besoin de lui. Il n'était qu'un pauvre ivrogne vivant dans la folie des grandeurs. Il était très difficile d'accepter cette réalité. Ses rêves de richesse et de réussite, qui dépendaient en grande partie de son ex-femme, se sont effondrés comme un château de cartes. Ses aspirations à devenir un homme d'affaires prospère ont été anéanties. Aveuglé par son ego, il n'a pas vu qu'il était responsable de sa chute. Au lieu de cela, il a rejeté la faute sur sa femme décédée, qu'il considérait comme la racine de tous ses problèmes. Nick a passé près de 2 semaines dans une stupeur éthylique, cherchant à fuir la réalité, et son ressentiment s'est accru de jour en jour. Au cours d'une matinée morne et pleine de gueule de bois, il a décidé qu'il en avait assez. Il s'est rendu compte qu'il ne parviendrait pas à réussir ou à se venger de Jolie en buvant. Nick s'est senti profondément humilié. Quelques jours auparavant, des hommes de Monsieur Chinland étaient arrivés et l'avaient pratiquement forcé à remettre ses clés de voiture, déchirant la procuration que Jolie lui avait donnée. L'un des hommes lui a dit d'un ton désobligeant, « Ne savez-vous pas que la procuration perd sa valeur légale après la mort de la personne qui l'a émise ?» Dans son esprit, Nick se voit comme un saint, qui n'a jamais quitté le chevet de sa femme malade. Il négligeait commodément ses intrigues incessantes, ses jeux d'argent, son abus d'alcool et son comportement dédaigneux à l'égard de sa femme. Quel dommage qu'elle soit morte et que je ne puisse pas la frapper, pensait-il. Tant de fois, j'ai à peine réfréné mes pulsions, en me disant que ma patience serait généreusement récompensée. Il se mit à réfléchir à la manière dont il aimerait se venger d'elle, et à ce qu'il devait faire maintenant. Il voulut d'abord profaner sa tombe. Mais ensuite, en contemplant ce qui était cher à Jolie, et quel mal lui causerait le plus de souffrance, il vit une autre réponse, qui gisait à la surface. Robert. Nick fut littéralement foudroyé par l'électricité lorsque cette idée lui vint à l'esprit. Il rit méchamment, ayant enfin mis au point son plan de vengeance. Bien sûr, il y avait beaucoup de questions à résoudre et à structurer, mais il avait décidé de l'essentiel. Il n'allait pas faire de mal à Robert. Quel est le pire cauchemar d'une mère? Ne pas pouvoir aider son enfant en difficulté. C'est précisément ce qu'il a décidé de faire. Le plan de son imagination enflammée est simple. Enlever le bébé, l'emmener loin et le laisser dans un orphelinat au bout d'une semaine. Les pensées et les fantasmes de vengeance réchauffaient l'âme de Nick, s'il en avait une, bien sûr. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas souri de la sorte. Il est vrai qu'une telle grimace avait l'air plutôt intimidante et effrayante, mais le mari de Jolie s'en moquait complètement. On pourrait même dire qu'il était heureux. Alors qu'il réfléchissait à tous les détails, il ressentait de l'euphorie. L'objet de sa haine n'était pas à proximité. Mais Nick imaginait avec enthousiasme comment Jolie aurait souffert de son incapacité à aider son enfant. Une fois qu'il a arrêté un plan théorique, il commence à penser à l'aspect pratique.
Il devait tout savoir sur les déplacements de Robert et sur les personnes avec lesquelles il quittait la maison, afin de choisir parfaitement le lieu et l'heure de son crime. Nick avait bien connu Kurt dans son passé, et connaissait même ses parents pour avoir visité leur maison. Il savait également que leur banlieue d'élite était dotée d'une sécurité renforcée. Alors que Nick commence à réfléchir à son plan, il se rend compte des difficultés qu'il va rencontrer. Il ne pouvait pas prévoir le temps qu'il passerait à observer la forêt avec des jumelles, à étudier la routine quotidienne et les mouvements de l'enfant. Le jeu en vaut-il la chandelle? Absolument. Nick se raisonne. Son état mental avait été sensiblement affecté après l'annonce du testament. Elle a gâché ma vie, et je vais gâcher celle de son enfant. Un riche héritier. Il vivra au crochet de l'État, et sa mère le regardera depuis l'autre monde, réalisant qu'elle est responsable de tout. L'homme rit malicieusement. Si une personne indifférente s'était trouvée à proximité de Nick à ce moment-là, elle aurait remarqué les changements drastiques dans son esprit et l'aurait emmené chez un médecin. Malheureusement, l'histoire ne s'intéresse pas aux hypothèses. Nick n'avait pas son pareil pour atteindre ses objectifs. S'il avait un plan, même s'il paraissait insensé, il le menait à bien. Il a passé 2 jours entiers non pas à observer, mais à préparer les conditions nécessaires. Nick scruta tout le territoire pour trouver le point d'observation idéal. Il lui fallait un endroit qui surplombe toute la colonie, en particulier la maison Turgerson. Tout en restant caché. L'homme consacra tous ses efforts et son temps à la recherche d'un endroit qu'il jugeait parfait à tous points de vue. Pendant plus d'1 semaine, Nick se leva à l'aube et se rendit en hâte au cottage, où il resta jusqu'à tard dans la soirée. Il surveillait constamment la maison avec des jumelles, notant toutes les activités qui s'y déroulaient, les arrivées et les départs. Il a tenu à jour un carnet de notes pour s'assurer qu'il ne manquait rien. Il a découvert que l'enfant était pris en charge par Kurt, sa grand-mère et une nounou. Bien entendu, Kurt et sa mère n'étaient pas en mesure de mettre en œuvre les plans de Nick. Ils le connaissaient bien et pouvaient l'identifier immédiatement. Nick n'avait pas l'intention d'être puni pour le crime qu'il avait commis. Bien sûr, il s'attendait à ce que la police vienne lui poser des questions, mais il espérait les écarter. C'est donc la nounou qui a été choisie comme victime de l'agression dans le plan de Nick. Elle avait un emploi du temps fixe et se promenait toujours avec Robert aux mêmes endroits, le long des mêmes itinéraires. La chance sourit à Nick. Mercredi, au cours de sa promenade de jour avec le bébé qui dormait paisiblement, la nounou a quitté le territoire sécurisé de la colonie. Elle suivit un petit sentier forestier jusqu'à une clairière où une autre nounou d'une colonie voisine la rejoignit. Elles discutèrent et Nick entendit même leur rire. L'homme décida d'arrêter de surveiller quotidiennement la colonie pour éviter d'attirer l'attention. Il devait rester discret. Désormais, il ne se rendait plus que le mercredi, en essayant de faire coïncider sa visite avec la promenade diurne de la nounou. Tout était précis, comme une horloge. Chaque mercredi, la nounou quittait la sécurité de l'établissement pour se rendre sur le sentier de la forêt. Pendant 4 mercredis consécutifs, il observa le système pour s'assurer qu'il ne tombait pas en panne. Le 4e mercredi. Il savait qu'il reviendrait la semaine suivante à la même heure pour enlever l'enfant. Pour mettre son plan à exécution, il a acheté un puissant pistolet paralysant sur un marché local. Payant en liquide pour éviter d'être tracé, il a minutieusement planifié chaque détail pour éviter d'être capturé. De même, il a apporté une vieille voiture, a volé des plaques d'immatriculation et les a fixées au véhicule. Il a déterminé stratégiquement l'endroit où garer la voiture, de manière à ce qu'elle soit suffisamment proche pour s'échapper, mais pas trop pour attirer l'attention. Il a également réfléchi à son apparence, prenant des mesures pour déguiser sa silhouette et son visage afin d'éviter d'être reconnu. Des pensées d'enlèvement l'envahissent. Il s'endort et se réveille avec ses pensées, rêvant même de l'acte dans ses moindres détails. À l'approche du jour fixé, il a perdu près de 7 kilos et n'est plus que l'ombre de lui-même.
Un simple coup d'œil suffit pour comprendre qu'il s'agit d'un homme à craindre. Des traces de névrose et d'obsession commencent à se dessiner sur son visage. Mercredi, il s'est garé à un endroit choisi à l'avance et a attendu. Lorsqu'il a vu la nounou pousser la poussette sur le chemin, il a tremblé. La planification minutieuse l'avait déconnecté de la réalité de ses actions imminentes. Il était sur le point d'affronter une inconnue, de l'agresser avec un pistolet électrique, d'arracher l'enfant de la poussette et de s'enfuir vers sa voiture. Nick avait imaginé que la situation était différente, qu'elle ressemblait davantage à une scène de jeu vidéo. Mais ici, tout était réel. La femme, le bébé dans la poussette, et le bébé qui examinait son environnement avec curiosité. Par nature, Nick n'était pas violent, et il lui était difficile de franchir cette limite. Mais sa haine profonde pour Jolie l'a poussé à mettre son plan à exécution. Il s'est approché de la nounou de l'enfant, l'a écartée de la poussette et l'a fait tomber. Il a ensuite utilisé un tasé sur elle, qui s'est évanouie sous le choc. Il ne restait plus qu'à sortir l'enfant de la poussette et à courir jusqu'à la voiture. Mais c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Il se penche pour détacher les ceintures. Soudain, il a reçu un coup à la tête et s'est écroulé sur le sol. L'instant d'après, un homme âgé se tenait au-dessus de lui. Il gronde Nick et lui attache les mains. Nick a de nouveau perdu connaissance. L'homme mystérieux s'est avéré être un garde-chasse bien connu dans 2 communautés d'élite voisines. Son poste de garde se trouvait pratiquement au milieu, juste après une clairière où se réunissaient souvent les nounous des localités voisines. Sa demeure était dissimulée derrière une végétation dense et passait inaperçue aux yeux de Nick. Ce jour-là, M. Maillot revenait du magasin local lorsqu'il a remarqué une activité suspecte. Il expliquera plus tard à l'officier de police, « J'ai vu quelqu'un monter la garde, entièrement vêtu de noir, malgré la chaleur du matin. J'ai décidé d'observer un peu et d'enquêter. » Grâce à ses nombreuses années d'expérience en tant que garde-chasse, M. Maillot savait se déplacer silencieusement dans la forêt pour éviter d'alarmer la faune. Je me suis caché derrière un arbre et j'ai gardé l'œil ouvert. Soudain, j'ai vu un homme attaquer une femme et la faire tomber. J'ai d'abord pensé qu'il avait l'intention de l'agresser, mais il essayait d'atteindre l'enfant. Je me suis précipité et je l'ai frappé avec un bâton que j'avais ramassé au cas où, a expliqué M. Maillot. Bon travail, M. Maillot. Vous êtes devenu un héros local. Écoutez, la presse est déjà en train de se rassembler. Ils veulent vous interviewer. Signez ce rapport de police et réjouissez-vous de votre nouvelle célébrité, dit l'un des officiers. Non, je n'irai pas les voir. Je n'aime pas ce genre de choses, répondit le garde-chasse. Et il retourna tranquillement à sa place en faisant un détour, pour que personne ne le suive. Monsieur Maillot n'avait pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Il pensait que n'importe qui aurait agi de la même façon dans sa situation. Comment pouvait-il ne pas l'aider quand ceux qui ne pouvaient pas se défendre étaient en danger? Quelques heures plus tard, Kurt apparaît chez Monsieur Maillot. Il lui dit « Bonjour. Je suis le père du garçon que vous avez sauvé aujourd'hui. C'est un bon garçon. Il s'est calmé dès que je l'ai pris en charge. C'est un garçon courageux et intelligent. Je vous remercie infiniment. C'est une bénédiction que vous ayez été là à ce moment-là. Nous sommes très reconnaissants que vous ne soyez pas passé par là. » Kurt était au bord des larmes, submergé par les émotions. La journée avait été incroyablement intense, le laissant émotionnellement secoué. « Dites-moi, comment puis-je vous remercier? Qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a pas lieu de me remercier. Qui compte les points quand la vie d'un enfant est en jeu? » Monsieur Maillot était réellement surpris d'être remercié pour ses actions. Néanmoins, persista Kurt, si vous insistez, un nouveau costume de chasse et peut-être un peu de nourriture pour mon chien serait apprécié. Bien sûr, pas de problème. Au fait, si je peux me permettre, est-ce que tout cela a été fait pour de l'argent,
demande un garde-chasse curieux. Oh, malheureusement, c'est beaucoup plus compliqué que cela, répond Kurt. Eh bien, n'hésitez pas à partager si cela ne vous dérange pas trop. Je vis un peu isolé ici, dans un vide d'informations, pour ainsi dire. Kurt commença à raconter les événements décousus de leurs dernières années, y compris la maladie de Jolie, leur décision parentale non conventionnelle, sa mort subséquente, et la vengeance contre son mari qui s'ensuivit. L'enquêteur m'a informé que Nick était profondément blessé. Car tout le monde pensait que ses actions étaient uniquement motivées par l'appât du gain. En fait, il était consumé par la vengeance, explique Kurt. Kurt est soulagé que M. Maillot se soit renseigné sur cette histoire complexe. Il était impatient de la partager avec quelqu'un, cherchant un point de vue impartial de la part d'une personne extérieure. Il se demandait s'ils avaient poussé Nick dans un état de folie et de vengeance, et s'il ne s'agissait que de lui-même, Kurt ne souffrirait pas autant de réflexivité, mais tout ce que lui et Jolie faisaient revenait à leur garçon. Après avoir terminé son récit, Kurt se tourne vers M. Maillot, un observateur impartial, et lui demande « Pensez-vous que nous l'avons poussé à en arriver là? Sommes-nous responsables de son désir de vengeance? Oh, mon garçon, tu es sérieux? Tu es un adulte et tu racontes n'importe quoi. Ton Nick a toujours trouvé une raison. Il n'en a même pas besoin. Il s'est marié pour l'argent, a triché sans vergogne, a maltraité sa femme malade et s'est convaincu que tout était de sa faute. Qu'est-ce qu'elle a à se reprocher? D'avoir riposté une fois? D'avoir perdu patience? De ne pas l'avoir supporté? Oh, elle a touché ce qu'il y a de plus douloureux pour lui, le portefeuille. Au contraire, bravo. Cette femme a imaginé un tel plan et l'a mis en pratique. Cette dure vérité du point de vue d'un homme étrange remonta vraiment Kurt. Il réfléchit profondément à chaque mot prononcé par M. Maillot. Maintenant, je vous suis également redevable de vos bons conseils, sourit Kurt. En guise de réponse, le garde-chasse lui fait un simple signe de la main. Ils se quittent en amis et M. Maillot promet de prendre des nouvelles du jeune homme. J'ai entendu dire quelque part que les Chinois ont cette croyance ou cette sagesse, Dieu sait comment l'appeler, que si vous sauvez la vie de quelqu'un, vous êtes responsable de cette personne pour toujours. Alors ne t'inquiète pas pour ton Robert. Je veillerai sur lui ici aussi, dit le garde-chasse en guise d'adieu. Fidèle à sa parole, il se rendit régulièrement chez Kurt et fut toujours le bienvenu. En lui, le garçon a trouvé un autre membre affectueux de sa famille. Le tribunal condamne Nick à plusieurs années de prison. Pendant cette longue période, tous les habitants de la maison ont réussi à se calmer et à retrouver leur vie tranquille habituelle. La famille peut enfin pousser un soupir de soulagement. Monsieur Chinland rendait régulièrement visite à l'enfant et le gardait, s'acquittant avec diligence des tâches qui lui avaient été confiées par sa filleule. Kurt a rencontré une mère célibataire dont la fille fréquente le même jardin d'enfants que Robert. Les enfants s'entendent bien et les parents de Kurt espèrent que, cette fois, la vie personnelle de leur fils s'épanouira et que Robert aura une belle-mère et une sœur aimante, peut-être même plus d'une sœur. Mais bien sûr, comme Kurt l'a promis à Jolie, il ne permettra jamais à Robert d'oublier sa propre mère. Il lui parle toujours d'elle, lui montre des photos et des vidéos. Il lui rappelle constamment que sa mère l'aime beaucoup et qu'elle est toujours avec lui, le protégeant et veillant sur lui, même s'il ne peut pas la voir.